Dimanche 7 décembre 1941, Hawaï, Pacifique. Les forces japonaises bombardent par surprise la base navale américaine de Pearl Harbor. La Seconde Guerre devient mondiale. Les pertes américaines sont immenses. 2403 morts et 1178 blessés, ainsi que 188 avions et 16 navires qui sont détruits sous les missiles et les bombes nippones. Pour les États-Unis, cette attaque reste l'un des événements les plus marquants de l'histoire et provoque l'entrée du pays dans la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi les Japonais ont-ils décidé d'attaquer la plus grande puissance mondiale ? Quelles ont été les conséquences d'une telle attaque ? Bienvenue dans Histoire du Japon. On December 7th, 1941, while another Japanese ambassador talked in Washington, Nipponese airmen made ready for their coming attack. At the very moment that smiling Ambassador Nomura and Special Envoy Kurusu expressed their hopes for peace, Japanese planes were on their way to Pearl Harbor with a very different message. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, c'est une chaîne d'histoire et de culture japonaise, donc si ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner. Dans cet épisode, on reviendra sur l'événement de Pearl Harbor en évoquant les raisons qui ont poussé les Japonais à attaquer la base navale américaine, ainsi que les conséquences géopolitiques qui ont suivi. Mais pour en saisir tous les tenants et aboutissants, il faut revenir un peu en arrière dans l'histoire japonaise, en 1930. Le Japon est une île qui ne possède presque pas de matières premières. Elle manque de pétrole, d'acier et même de riz à cause du bond démographique qu'a connu le pays depuis plusieurs années. L'objectif du pouvoir japonais devient alors de s'emparer des matières premières des pays asiatiques alentours, en envahissant la région chinoise de la Mandchourie en 1931. Le Japon étend progressivement son emprise sur la Chine et fonde l'état du Manchukuo. Cette soif de conquête est exacerbée par un culte de l'empereur, un nationalisme qui traverse toute la société et un état dans lequel les militaires ont pris le pouvoir. Elle s'inscrit par ailleurs dans une époque où les grandes puissances occidentales tentent de coloniser et de s'étendre, notamment en Asie. L'Angleterre en Inde et en Birmanie, la France en Indochine, les Pays-Bas en Indonésie et les Américains aux Philippines. La politique expansionniste du pays du soleil levant en Chine n'est pas très bien perçue par les États-Unis, qui redoutent que ce pays, avec lequel ils ne s'entendent pas très bien, augmente leur puissance en Asie. Ils font savoir, à travers la voix de Henry Lewis Stimson, leur secrétaire général à la Société des Nations, ancêtre de l'ONU, qu'ils ne reconnaîtront pas le nouvel État japonais. Le Japon, en colère, quitte la Société des Nations. 3 ans plus tard, en novembre 1936, le pays signe avec l'Allemagne nazie le pacte anti-Comintern, auquel adhèrent un an plus tard l'Italie et la Hongrie et, en 1939, l'Espagne du général Franco. Début août 1939, les troupes de la 6e armée japonaise lancent de nouvelles conquêtes sur la Chine et s'emparent rapidement de la République populaire mongole. Le 20 août, Staline, qui vient tout juste de signer un pacte de non-agression avec les Allemands, lance ses troupes contre l'armée nippone. En quelques jours, les Japonais sont écrasés par la supériorité numérique et militaire de l'armée rouge dans la région mongole de Nomonham. À peine un mois plus tard, le 15 septembre 1939, le Japon se rend et signe l'armistice avec l'URSS. 2 semaines plus tard, le 27 septembre 1940, alors que la guerre fait rage en Europe et que le Japon est embourbé depuis 3 longues années dans sa guerre en Chine, ce qui épuise considérablement ses ressources, le diplomate japonais Saburo Kurusu signe avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste le pacte tripartite. Cet accord de défense mutuelle stipule que les 3 puissances ne s'attaqueront pas en cas de conflit mondial, et même qu'elles se viendront en aide. De l'autre côté de l'océan, ce pacte inquiète les États-Unis. Le président Roosevelt fait cependant face à un problème de taille. L'opinion publique américaine est totalement opposée à une entrée en guerre de son pays. À l'été 1941, pour affaiblir l'ennemi japonais et le déstabiliser sur le plan économique sans risquer le conflit direct, les États-Unis instaurent un blocus commercial à l'encontre du Japon. Plus une goutte de pétrole ne parviendra au pays du soleil levant. Les Japonais se trouvent alors pieds et poings liés.
Sans ces matières premières indispensables à leur économie de guerre, ils ne peuvent plus poursuivre leur conquête en Asie. Le Japon pourrait s'emparer facilement des ressources des colonies hollandaises en Asie du Sud-Est, mais les Philippines, territoire américain, leur bloquent le passage. 2 solutions sont envisagées. La première est diplomatique. Tenter de négocier une sortie du blocus avec les États-Unis. La seconde, militaire, est imaginée par l'amiral Isoroku Yamamoto. S'inspirant de la stratégie mise en place par les Britanniques lors de l'opération Judgment pour couler le port italien de Tarente, Yamamoto propose de lancer une attaque éclair sur Pearl Harbor, la principale base navale américaine dans le Pacifique. L'objectif ? Une guerre éclair, frapper fort dès le début pour remporter la victoire face aux États-Unis dans une guerre offensive plutôt que défensive et longue. Yamamoto, qui connaît les capacités technologiques et industrielles des États-Unis pour avoir étudié à Harvard, déclare en effet à son cabinet « Je peux caracoler pendant 6 mois. Après ça, je n'ai pas d'espoir de succès. Si victoire japonaise il y a, ce ne sera certainement pas dans une guerre longue. » L'opération est approuvée par l'empereur Hirohito le 5 novembre 1941. Si les négociations avec les États-Unis échouent, le Japon déclarera la guerre aux Américains. Les premières négociations de l'ambassadeur Nomura Kichisaburo avec le secrétaire d'État aux Affaires étrangères américain, Cordell Hull, à Washington, sont un échec cuisant. Les intérêts sont clairement divergents. Les tensions montent, la guerre menace. Pourtant, les 2 représentants ont comme consigne de poursuivre leurs négociations. Côté États-Unis, il s'agit de gagner du temps pour pouvoir mobiliser leur potentiel industriel en cas de conflit armé. Côté japonais, l'objectif est de préparer en secret l'attaque contre Pearl Harbor. Le 14 novembre 1941, 3 semaines avant l'attaque de Pearl Harbor, le diplomate japonais Saburo Kurusu, le même qui avait signé le pacte tripartite, débarque aux États-Unis dans le but de négocier une dernière fois avec les Américains. Le Japon promet un arrêt total des opérations en Chine en échange de 5 millions de tonnes de carburant pour son aviation. Les Américains, qui n'y croient pas une seconde, refusent. Au Japon, l'attaque de Pearl Harbor est confirmée en secret. 12 jours plus tard, le 26 novembre 1941, ce sont 6 porte-avions transportant 450 avions, 5 croiseurs, 9 destroyers, 3 sous-marins et 8 pétroliers de ravitaillement qui partent de l'une des baies de l'île d'Etorofu, dans les Kuriles. Menée par le général Hideki Tojo, également Premier ministre du Japon, l'armada s'apprête à parcourir 5600 km durant 12 jours en mer. La mission est tellement secrète que seule une poignée parmi les milliers de soldats nippons rassemblés est informée de leur destination. Masamitsu Yoshioka, jeune pilote alors âgé de 23 ans, témoigne. On nous disait généralement où on allait et quelle était notre mission. Mais sur cette mission particulière, on ne nous a rien dit du tout. Ça promettait d'être une guerre terrible. Je ne pensais pas m'en sortir vivant. 7 décembre 1941, 7h51 du matin, heure locale. Sur la base américaine de Pearl Harbor, les soldats prennent leur breakfast du dimanche. Ils sont de repos ce jour-là. Un peu moins de 2 heures plus tôt, 183 avions se sont élancés des porte-avions nippons et forment la première vague de l'assaut. Mitsuo Fuchida, le pilote de l'un d'entre eux, raconte « 1h40 après nous être envolés des porte-avions, je nous savais proches de notre objectif. De petites ouvertures dans l'épaisse couverture nuageuse laissaient de temps à autre entrevoir l'océan. Je m'efforçais de repérer la terre. Soudain, une longue ligne blanche de vagues déferlantes apparut directement sous mon avion. C'était la côte nord d'Oahu, l'île où se situait la base navale américaine. La première vague de l'attaque est justement menée par le lieutenant Fuchida, dont nous venons d'entendre le témoignage. Parmi les 90 avions B-5N type 97, 49 ont à leur bord une bombe de 800 kg et 40 possèdent des torpilles modifiées pour l'attaque. Ce sont les avions équipés de torpilles qui attaqueront les premiers. Leur objectif, détruire les principaux navires à quai sur l'île. Le cuirassé USS Utah, que les Japonais prennent pour un porte-avions, est d'abord coulé. Il ne s'agissait cependant que d'un navire servant de cible pour l'entraînement. Dans l'attaque, le croiseur USS Riley est également touché. Un second escadron mené par le lieutenant Nagai se dirige au même moment vers le sud-est de l'île. Ils prennent pour cible l'USS Helena, qu'ils imaginent être un navire de guerre important. En réalité, ce croiseur léger se trouve simplement à côté d'un deuxième bateau, l'Oglala,
ce qui augmente sa silhouette. Les deux sont endommagés dans l'attaque. Un troisième escadron se dirige cette fois vers le bon objectif. Le lieutenant Hirata et ses aviateurs ont aperçu la rangée des principaux navires de guerre américains. Les premières torpilles ratent cependant leur cible. À 7h57, 6 minutes après le début de l'attaque, un quatrième escadron composé de 12 avions décollant du porte-avions Akagi vise cette fois spécifiquement l'USS Oklahoma et l'USS Virginia. 11 d'entre eux visent juste. Le dernier tire sur un troisième bâtiment, l'USS California. À cet instant précis, les Américains commencent à répliquer avec des batteries antimissiles, et l'escadron suivant, composé également de 12 avions, se retrouve sous les projectiles. Il parvient tout de même à frapper à nouveau l'Oklahoma, le Virginia et le California. L'un des avions, en difficulté face aux batteries antimissiles américaines, choisit d'éviter les tirs et se dirige vers l'USS Nevada, qu'il parvient également à toucher. Parmi les 12 avions de cet escadron au départ du porte-avions Kaga, 5 sont abattus par les batteries antimissiles américaines. La première phase de la première vague est terminée. Selon la stratégie, elle aurait dû durer 1 minute 30. Elle a en réalité duré plus de 11 minutes. Les escadrons suivants, 5 groupes de 49 avions en tout, armés de bombes de 800 kg, auront plus de réussite. 20% d'entre eux font mouche. Ils frappent à plusieurs reprises les navires de guerre déjà ciblés, parviennent à endommager l'USS Tennessee, le Maryland, mais touchent surtout les réserves de munitions de l'Arizona, ce qui entraîne une immense explosion et cause la mort de 1177 soldats américains. En définitive, les pertes américaines sont immenses. 2403 morts et 1178 blessés, ainsi que 188 avions et 16 navires sont détruits sous les missiles et les bombes nippones. Côté japonais, on dénombre 64 morts. Bien qu'il a fallu son conteste beaucoup d'audace pour s'attaquer ainsi aux géants américains, on peut a posteriori et en analysant tous ces faits, parler tout de même d'une erreur stratégique et éthique de la part des Japonais. L'une des conséquences, peut-être la plus grave, c'est bien entendu l'entrée des États-Unis dans la Deuxième Guerre mondiale, au grand soulagement de Winston Churchill, le Premier ministre anglais qui essayait de les faire entrer dans cette guerre. Eh bien, grâce au Japon, c'était réussi. Ensuite, comme le craignait Isoroku Yamamoto, le stratège de Pearl Harbor, la guerre sera malheureusement longue entre les États-Unis et le Japon, la fameuse guerre du Pacifique, sur laquelle on pourra sans doute revenir un jour. Ensuite et surtout, on connaît la finalité désastreuse de cette guerre, avec 2 bombes atomiques lâchées par les Américains sur les villes de Hiroshima et Nagasaki. Et il y aura une grosse récession également au Japon, qui va entraîner une crise économique très importante. Malgré les nombreux dégâts provoqués par l'attaque de Pearl Harbor, le Japon parviendra tout de même à remonter en moins de 20 ans, après la guerre, de la 14e place des puissances mondiales à la 2e. C'est ce qu'on a appelé le miracle économique japonais. Et c'est une histoire que je réserve pour une prochaine histoire du Japon. A bientôt pour de nouvelles aventures, et oublie pas de t'abonner.